Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aéroparleur. Si vous êtes présent sur cette vidéo, c'est que vous avez suivi la première partie de cette série dédiée aux générations d'avions de combat et à leur évolution à travers l'histoire. Nous avons abordé la première génération à travers la guerre de Corée, qui a vu s'affronter les MiG-15 et les F-86 Sabre. Puis, la deuxième génération, marquée par la course à la vitesse, avec des réussites comme le Mirage 3 ou le MiG-21. Mais aussi des projets plus controversés comme le F-104 Starfighter, surnommé le Phaser de Veuve. Et enfin, la troisième génération, avec l'arrivée des radars performants et l'usage généralisé des missiles Fox 1 et Fox 2, dont les limites ont toutefois été mises en évidence pendant la guerre du Vietnam. Poursuivons et finalisons notre aventure dans ce nouveau voyage à travers les générations d'avions de combat. Notre histoire reprend à la fin des années 70. Les armées tirent les leçons des conflits liés à la guerre froide. La vitesse seule ne suffit plus. Le radar et les missiles ont profondément transformé le combat, mais le dogfight n'a pas disparu. Dans cette course permanente pour surpasser l'adversaire, une évidence s'impose. Il faut concevoir des avions capables de tout faire. C'est la naissance du concept de multirôle tel qu'on le connaît aujourd'hui. Concrètement, un avion de combat ne doit plus être uniquement un intercepteur ou un bombardier. Il doit être capable d'assurer la supériorité aérienne, intercepter, appuyer les forces au sol, de mener des missions de reconnaissance, parfois au cours d'une seule et même mission. Pour atteindre cette polyvalence, les ingénieurs vont repenser entièrement l'avion de combat. D'abord, sur le plan aérodynamique, les cellules sont optimisées pour réduire la traînée et améliorer la maniabilité. Les matériaux composites apparaissent, permettant d'alléger les structures tout en augmentant leur résistance. Mais la véritable révolution est ailleurs. Les avions de 4e génération sont volontairement instables. Contrairement aux générations précédentes, où la stabilité était une priorité, les ingénieurs conçoivent désormais des avions instables, parfois même sur les 3 axes, tangage, roulis et lacets. Un avion instable est beaucoup plus maniable, mais impossible à piloter sans assistance. C'est là qu'intervient le système de commande de vol électrique Fly-by-Wire. Les commandes du pilote sont transmises à un ordinateur, qui corrige en permanence le comportement de l'avion. Résultat, une maniabilité exceptionnelle et un contrôle total. L'instabilité couplée au fly-by-wire devient un atout fondamental. En parallèle, les systèmes embarqués prennent une importance centrale. Les radars évoluent vers des systèmes Doppler avancés, puis vers des radars à balayage électronique passif, les PESA. Ils permettent d'améliorer la précision et de résister au brouillage, car un nouveau domaine devient essentiel. La guerre électronique. Le principe est de brouiller les radars ennemis, tromper les missiles, saturer les capteurs. L'avion devient alors un système capable non seulement d'attaquer, mais aussi de survivre. Les missiles évoluent également. Les Fox 3 apparaissent. Contrairement aux Fox 1 qui ont besoin d'un éclairage continu du radar de l'avion, ces missiles disposent de leur propre radar embarqué. Une fois tirés, ils deviennent autonomes. C'est le principe de Fire and Forget. Des missiles comme l'AIM-120 AMRAAM, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, permettent d'engager une cible à longue distance sans rester exposé, renforçant encore la logique de combat BVR. Enfin, une autre intégration va bouleverser les futurs avions de combat à partir de celle-ci, les viseurs de casque. L'idée est d'associer la désignation de cible par un simple regard à l'emploi d'un missile Fox 2 à infrarouge. Dans ce contexte, plusieurs avions vont incarner cette génération. C'est le cas du F-15 Eagle de McDonnell Douglas. Le F-15 est initialement conçu comme un chasseur de supériorité aérienne pure. Sa cellule est large, avec des ailes trapézoïdales, 2 empennages horizontaux et surtout une double dérive. Ces 2 moteurs Pratt & Whitney F100, très puissants, développent une poussée totale d'environ 24 tonnes, permettant à l'avion d'atteindre Mach 2,5, soit plus de 2600 km/h. Sa grande surface à l'air lui confère une excellente portance et une maniabilité élevée. Son radar AN/APG-63 permet d'engager des cibles à longue distance. Il est également équipé de systèmes de guerre électronique, d'alerte radar et de la liaison de données appelée liaison 16, qui permettent d'échanger des informations avec d'autres appareils. Côté armement, le F-15 dispose de 11 points d'emport, capables d'accueillir des AIM-7 Sparrow Fox 1, des AIM-9 Sidewinder Fox 2 et des AIM-120 AMRAAM Fox 3. Aux côtés du F-15, l'US Air Force exploite des F-16 Fighting Falcon de General Dynamics. Le F-16 représente l'approche du chasseur léger, monomoteur, compact, doté d'une aile en flèche et reconnaissable à son entrée d'air ventrale. Il est l'un des premiers avions entièrement fly-by-wire. Extrêmement maniable, il excelle en combat rapproché. Sa vitesse dépasse Mach 2, il peut emporter des Sidewinder
des AMRAAM, des ASRAAM, Advanced Short Range Air-to-Air Missiles, la version courte portée, mais aussi des missiles air-sol et des bombes guidées. C'est l'un des avions les plus polyvalents au monde, et l'un des rares à suffisamment évoluer au point de s'étendre sur plusieurs générations. Il est équipé d'un radar Doppler AN/APG-68 qui évoluera vers des radars à balayage électronique actif, marquant son passage vers la génération suivante. Le duo F-15-F-16 assurera une forme de supériorité de l'US Air Force sur les forces armées de l'air mondiales. Du côté de l'US Navy, nous retrouvons le F-14 Tomcat de Grumman. Contrairement au F-15, il dispose d'ailes à géométrie variable. Oui, c'est bien l'avion de Top Gun, celui qui permet à Tom Cruise de battre 2 Su-57 de façon improbable, les joies du cinéma. Mais dans la réalité, le Tomcat est un excellent intercepteur. Il peut atteindre Mach 2,3 avec ses ailes en position delta. Son armement est quasiment similaire à celui du F-15, mais sans l'usage de l'AIM-120 AMRAAM. Il dispose à la place d'un missile AIM-54 Phoenix, un Fox 3 à très longue portée. Le F-14 n'a été exporté qu'à une seule nation, l'Iran, avant l'embargo. 4 ans plus tard, il accueille à ses côtés le FA-18 Hornet de McDonnell Douglas. Le Hornet est conçu dès le départ comme un avion multirôle embarqué. Sa cellule est renforcée pour les opérations sur porte-avions. Très maniable, capable d'évoluer à basse vitesse, il peut emporter des Sidewinder, des AMRAAM, des bombes guidées et des missiles air-sol. Il est également équipé du JHMCS, Joint Helmet Mounting Cueing System, un viseur de casque plus développé encore que le dash des pilotes du F-15. Du côté soviétique, un changement majeur intervient. L'industriel Sukhoi, qui devait se contenter auparavant des chasseurs bombardiers, prend un avantage historique sur Mikoyan Gourevitch. Son projet T-10 donne naissance à une véritable réussite pour l'époque, le Sukhoi Su-27 Flanker. Comme le F-15 Eagle, le Su-27 Flanker est un chasseur lourd de supériorité aérienne. Il dispose d'une grande autonomie et d'une manœuvrabilité exceptionnelle. Cette maniabilité est rendue possible par le fly-by-wire, la double dérive et surtout par une innovation majeure, la poussée vectorielle. Les tuyères des moteurs peuvent orienter leur jet dans plusieurs directions, permettant un contrôle extrême de l'appareil. Cela rend possible des manœuvres de post-décrochage en combat tournoyant, comme le célèbre Cobra de Pugachev. Le Su-27 peut atteindre Mach 2,5 et emporte des missiles Vympel R-27 et R-73 à guidage infrarouge. C'est l'avion qui équipe la patrouille des chevaliers russes. Il donnera naissance à plusieurs dérivés, dont le Su-30, variante multirôle plus avancée, et le Su-33, version embarquée sur le porte-avions Amiral Kuznetsov. Les Su-30 et Su-33 sont reconnaissables à leur plan canard, et le Su-33 bénéficie d'ailes repliables. Une variante du Su-27 permettra à Sukhoi de se projeter dans la génération suivante, et nous le découvrons ensemble un peu plus tard. Défait lors de l'appel d'offres soviétique du chasseur lourd, Mikoyan Gourevitch trouve un accord avec l'armée de l'air soviétique pour la modification de son projet en chasseur léger et développe le MiG-29 Fulcrum. Le Fulcrum est donc conçu pour compléter le Su-27, à l'image du duo F-15 et F-16. Les Su-27 et MiG-29 introduisent également en URSS, d'une part, l'IRST, Infrared Search and Track, un capteur infrarouge permettant de détecter une cible sans émission radar, un avantage clé dans un environnement où émettre sans réserve avec son radar devient dangereux du fait de la guerre électronique. Et d'autre part, le viseur de casque Shell 3UM. L'invasion de l'Ukraine en 2022 par la Russie sera le théâtre d'opérations des Su-27, Su-30 russes contre des Su-27 et des MiG-29 ukrainiens. En France, Dassault Aviation confirme son statut de leader avec le Mirage 2000. Il marque le retour de l'aile Delta, dont l'instabilité est désormais maîtrisée grâce au fly-by-wire. Monomoteur, doté d'un moteur Snecma de plus de 9 tonnes de poussée, il atteint Mach 2,2. Il est équipé d'un radar Doppler, d'un IRST et peut emporter des missiles Matra 530 Fox 1 et Magic 2 Fox 2. Le Mirage 2000 est produit à plus de 600 exemplaires, dont la moitié pour l'armée de l'air française et d'autres pour la Grèce, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte ou encore l'Inde. En Europe, le Panavia Tornado est développé par l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie et le Royaume-Uni. C'est un avion à géométrie variable, multirôle, mais optimisé pour l'attaque au sol à basse altitude. C'est cet avion qui donnera naissance au cahier des charges particulier du futur chasseur européen. Rapide et capable de pénétration à haute vitesse, il est conçu pour des missions stratégiques. Une particularité unique américaine apparaît au même moment. Issue d'un cahier des charges visant à la réduction de la signature radar, Skunk Works, la division chargée des programmes avancés chez Lockheed, se distingue en exploitant des études soviétiques sur la furtivité. Son projet prévoit un avion dont les arêtes permettent de réfléchir les ondes radar ennemies et dont l'ensemble de l'armement est caché dans une soute interne. Un bombardier furtif conçu pour opérer de nuit est né, le Lockheed Martin F-117 Nighthawk. Lockheed Martin, furtivité, les passionnés voient venir deux avions que nous aborderons dans cette vidéo. C'est à ce moment que je dois vous dire que tous ces avions me permettent de vous parler de la guerre du Golfe et de l'opération Desert Storm, ou Tempête du désert. En résumé, l'armée irakienne de Saddam Hussein envahit le Koweït en 1990. Une coalition menée par les États-Unis intervient pour la délivrance du Koweït et la suppression des forces armées irakiennes.
Desert Storm va mobiliser plus de 2000 avions alliés contre 500 avions irakiens. La supériorité aérienne est assurée par les F-15 et F-16 américains, coordonnés par des AWACS comme le E-3 Sentry. Les F-15 dominent totalement les airs. Leur supériorité est écrasante et l'avion ne subira aucune perte sur plus de 30 victoires directes. Les F-16 ont pour principale mission les frappes de précision au sol après le nettoyage du ciel par les F-15. Les F-117 Nighthawk, à la signature radar réduite, échappent suffisamment longtemps au radar au sol pour délivrer discrètement leurs bombes dans la ville de Bagdad, l'endroit le plus sécurisé du pays. Les Zadis d'attaque au sol détruisent facilement les blindés irakiens. En face, l'aviation irakienne, équipée principalement de MiG-23, MiG-29 et Mirage F1, ne peut rivaliser tant en nombre qu'en qualité. L'intercepteur MiG-25 Foxbat est responsable de la seule victoire aérienne contre un aéronef allié. Le 17 janvier 1991, un FA-18 Hornet de l'US Navy a été abattu par un MiG-25 irakien avec un missile AIR-40RD. En Chine, deux approches coexistent. Les adaptations étrangères, principalement soviétiques, seront laissées à l'industriel Shenyang. Ce dernier avait déjà réussi la fabrication sous licence des MiG-17 en Shenyang J5 et des MiG-21 et MiG-23 en Shenyang J8. De son côté, Chengdu délaisse les adaptations étrangères après le Chengdu J7 et développe des avions plus autonomes comme le J10, un Delta Canard bien plus moderne. Chengdu participera également au développement du JF-17 avec le Pakistan, permettant au passage à l'armée pakistanaise de remplacer ses Mirage 3. Lorsque l'URSS va déployer son Sukhoi Su-27 flanqueur, les Chinois vont pouvoir le produire localement en Shenyang J11. La version embarquée du Su-27, le Sukhoi Su-33, sera elle aussi fabriquée localement en Shenyang J15. Une autre nation va également commencer à s'illustrer sur la production d'avions de combat, la Corée du Sud. Jusqu'ici, les industriels coréens comme Korea Aerospace Industries se contentent de la fabrication sous licence d'avions américains comme le Kai KF-16, version locale du F-16 américain. Pour répondre aux besoins d'avions d'entraînement de l'armée de l'air coréenne, pour former les pilotes à l'emploi du KF-16 et des F-15 achetés aux Américains, Korea Aerospace développe le T-50 Golden Eagle. Le monomoteur coréen va bénéficier d'un développement faisant de lui un chasseur d'attaque léger compatible avec les AIM-9X et AIM-120 AMRAAM. Les avions de 4e génération partagent donc plusieurs caractéristiques: polyvalence, maniabilité extrême, électronique avancée, missiles longue portée et système de guerre électronique. Mais malgré ces avancées, les technologies radar continuent de progresser plus vite encore. Une nouvelle évolution apparaît, le radar à balayage électronique et antenne active. Une génération intermédiaire va donc se former, plus avancée, mais pas encore totalement révolutionnaire. C'est la génération 4,5. Les avions de génération 4,5 ont une particularité fondamentale. Ce sont à l'origine, pour la plupart, des avions de génération 4 qui ont évolué. Ils ont été modernisés, transformés pour répondre à un nouveau type de menace. Car à partir des années 90 et 2000, un changement majeur s'opère. Le combat aérien devient de plus en plus complexe et surtout informationnel. La nouvelle tendance est à la guerre en réseau. Le principe est simple en apparence, mais révolutionnaire dans ses implications. Un avion ne combat plus seul. Il est connecté à un ensemble de systèmes alliant d'autres avions de combat, des avions de détection de type AWACS, des systèmes au sol et des satellites. L'ensemble des données circulent en temps réel. Un capteur détecte une cible, un autre appareil confirme, un troisième engage, le combat devient collaboratif. Et surtout, la supériorité ne dépend plus uniquement de l'avion, mais du réseau auquel il appartient. Dans ce nouveau paradigme, un domaine devient central, la guerre électronique. Il ne s'agit plus simplement de détecter une menace, il faut contrôler le spectre électromagnétique. Cela signifie brouiller les radars ennemis, leurrer leurs missiles, masquer sa propre signature, saturer les capteurs adverses. L'objectif est de voir avant d'être vu et perturber la capacité de l'ennemi à comprendre la situation. Le radar AESA se place au centre de cette logique. Contrairement au radar mécanique ou même au radar PESA à balayage passif, le radar AESA est un radar à balayage électronique et à antenne active. Il est constitué de centaines voire de milliers de modules émetteurs-récepteurs qui fonctionnent comme autant de petits radars. Chaque module peut fonctionner indépendamment. Résultat, un balayage électronique quasi instantané, la capacité de suivre de nombreuses cibles simultanément, une excellente résistance au brouillage, une grande discrétion des missions et la possibilité d'utiliser le radar comme outil de guerre électronique. C'est un changement radical. À cela s'ajoute une autre évolution majeure, la fusion de données. Les informations issues du radar, de l'IRST, des systèmes de guerre électronique, des capteurs divers et d'autres plateformes extérieures sont fusionnées en une seule interface. Le pilote ne traite plus des données brutes, il reçoit une image claire, cohérente et hiérarchisée du champ de bataille. Les liaisons de données comme la liaison 16 permettent de partager ces informations. L'avion devient un nœud dans un système global. La propulsion évolue également. Certains avions intègrent la supercroisière, c'est-à-dire la capacité de voler au-delà de Mach 1 sans utiliser la post-combustion. Une technologie déjà exploitée dans le civil avec le Concorde.
Dans les années 80, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne lancent un projet commun pour développer un chasseur de nouvelle génération. Mais très vite, des divergences apparaissent. La France souhaite un avion multi-rôle, un appareil capable d'assurer la supériorité aérienne, l'attaque au sol et surtout d'être embarqué sur porte-avions. Les autres pays privilégient un chasseur de supériorité aérienne. Pourquoi ? Parce qu'ils disposent déjà d'un avion dédié à l'attaque au sol, le Panavia Tornado, et pour certains, d'avions embarqués comme le Harrier. Cette divergence conduit à une séparation. Deux avions naîtront de ce divorce, le Dassault Rafale, mis en service en 2001, et l'Eurofighter Typhoon, mis en service 3 ans plus tard. Le Rafale est conçu comme un véritable avion multi-rôle, même si ses premiers standards ne disposent pas encore de toutes ses capacités. Sa cellule adopte une configuration Delta Canard à dérive unique. Cette architecture offre une excellente portance, une grande maniabilité et une instabilité contrôlée grâce au fly-by-wire. Il est équipé de 2 moteurs Snecma, aujourd'hui Safran, M88, offrant une poussée équilibrée de 10 tonnes et plus de 15 tonnes avec la post-combustion. Les M88 possèdent la capacité de super croisière. Le Rafale peut être opéré par 2 armées, l'armée de l'air et la marine française. Il rentre en service avec un radar PESA, le RB2E de Thales, qui évoluera ensuite vers une version AESA. Son système de guerre électronique Spectra est un élément central puisqu'il permet la détection des menaces, le brouillage, le leurrage et l'autoprotection. Le Rafale dispose également d'un IRST pour la détection passive par infrarouge. Côté armement RR, il emporte des Mika Fox 1, des Mika IR Fox 2, remplaçant des Magic 2, et du redoutable Meteor. Fox 3 l'emportait. En attaque au sol, il peut emporter des bombes guidées. En anti-navire, il balade un missile Exocet, mais par-dessus tout, il emporte le missile de croisière ASMPA dont la tête peut être nucléarisée, faisant du Rafale un vecteur clé de la dissuasion française. Le Rafale peut atteindre plusieurs objectifs au cours d'une même mission, ce qui lui vaudra l'appellation un peu marketing d'avion omni-rôle. L'Eurofighter Typhoon adopte lui aussi une configuration Delta Canard monodérive, preuve de ses origines communes avec le Rafale, même si ses entrées d'air sont ventrales. Conçu comme un avion de supériorité aérienne donc, il a pour but de remplacer les F-4 Phantom II de la Royal Air Force britannique et de la Luftwaffe allemande, les F-104 italiens ou encore des Mirage F1 espagnols. Il excelle en interception. Ses 2 moteurs Eurojet EJ200 lui permettent de dépasser Mach 2. Sa maniabilité est exceptionnelle. Il est équipé d'un radar PESA, évoluant lui aussi ensuite vers une version AESA, le Captor I. Côté armement, le Typhoon emporte en RR l'AIM-120 AMRAAM, l'AIM-132 ASRAAM britannique, l'Iris-T, une sorte de Sidewinder allemand, ainsi que le Meteor. Avec le temps, il sera adapté aux missions air-sol, intégrant la capacité de délivrer des missiles air-sol Storm Shadow, la version britannique du Scalp, le Taurus, des missiles anti-char Brimstone, des bombes JDAM ou encore des GBU-24. Côté viseur de casque, l'Eurofighter intègre le Eurofighter Helmet Mounted Symbology System. Le Rafale, lui, attendra le standard F3 pour intégrer le Sagem Gerfaut avant de passer au viseur Scorpion de Thales pour le standard F4. Malgré une palette importante de capacités, le Rafale n'est toutefois pas en mesure de réaliser des missions de SEAD, Suppression of Enemy Air Defense, du fait de l'absence de munitions anti-radar, et ce, jusqu'à 2030 au moins. Ces missions sont délaissées aux forces alliées ou réalisées de façon dégradée en envoyant des munitions non spécialisées vers une coordonnée obtenue par renseignement. Le Typhoon, lui, est capable de réaliser une SEAD complète, puisqu'il transporte déjà les missiles Spear EW qui, une fois lancés, remontent la source des missions radar ennemies pour la détruire et aveugler complètement les systèmes air-sol. Il recevra également des missiles américains AARGM. Les 2 programmes subiront des retards et des réductions budgétaires après la guerre froide dans le cadre des dividendes de la paix. En Suède, Saab propose une alternative moderne et économique, un avion multi-rôle, yacht, attaque et spanning, le JAS 39 Gripen. Monomoteur, léger, conçu pour être simple à exploiter et facile à maintenir, sa configuration Delta Canard lui offre une excellente maniabilité comme ses confrères européens. Il intègre très tôt un radar AESA, un système de liaison de données avancé et une bonne capacité de guerre en réseau. Côté armement, il est au niveau de toutes les meilleures productions OTAN. Il transporte des Sidewinder, des AMRAAM, des Iris-T ou encore du Meteor en RR. Les pilotes disposent du viseur de casque Cobra, développé avec Saab, British Aerospace System et les précurseurs sud-africains de Denel. Lors de l'intervention militaire de l'OTAN en Libye, plusieurs opérations sont lancées par les pays membres. La première est l'opération française Harmattan, qui a vu des Rafales et des Mirage 2000 participer à des missions de renseignement et d'attaque au sol. Les secondes opérations arrivent avec l'entrée des autres pays membres de l'OTAN en guerre. L'opération Ellamy britannique et l'arrivée des Eurofighter Typhoon dans le ciel libyen, avec pour mission la supériorité aérienne. Le Gripen a également participé avec le soutien de la Suède à l'OTAN.
Incapable à ce moment-là d'attaque au sol, le Gripen s'est contenté de missions de reconnaissance. L'opération la plus importante est l'opération Odyssey Down, menée par les États-Unis. Elle a impliqué des B-2 Spirit très discrets pour le bombardement stratégique, des F-16 pour la suppression des systèmes radars ennemis, les F-15E Strike Eagle pour les frappes de précision, les F-22 Raptor prévus pour la domination du ciel et l'escorte des autres avions ont été retirés du fait de la faiblesse de l'aviation libyenne en face. Plus tôt, en Afghanistan, les Rafale F-2 participent à des opérations d'attaque au sol contre les positions talibans. L'avion, dans son standard F-2, n'étant pas capable à ce moment-là de réaliser de façon autonome ce type de mission, a eu besoin des Mirage 2000 et des super étendards de la marine pour éclairer la cible. Après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS, la Russie doit poursuivre ses programmes de défense dans un contexte difficile. Le Sukhoi Su-35 représente l'évolution la plus avancée du programme T-10 commencé avec le Sukhoi Su-27. C'est une version profondément modernisée du Su-27. Elle intègre 2 moteurs à poussée vectorielle 3D permettant une super manœuvrabilité, l'une des meilleures du marché et une avionique modernisée. Le Su-35 est équipé du radar PESA N035 Irbis-E et d'un système de détection optronique OLS-35, un IRST en somme. Sa vitesse dépasse Mach 2. Côté armement, le Su-35 embarque des Wimpel R-77 Fox 3 et R-73 Fox 2. Mais il reste en retrait sur un point clé, l'absence d'un radar AESA généralisé, ce qui devrait, selon certaines sources, arriver très bientôt. Le Su-35 a connu plusieurs pertes lors de l'invasion russe de l'Ukraine, dont l'une a été causée par un missile AMRAAM tiré depuis un F-16 ukrainien en juin 2025. Consciente du recul de la Russie, la Chine plus que jamais modernise ses appareils. Le Chengdu J-10, évoqué précédemment, évolue vers des versions intégrant un radar AESA. Le JF-17, développé avec le Pakistan, suit la même logique et intègre une poussée vectorielle. Ces appareils deviennent compatibles avec les standards modernes du combat aérien et changent donc de génération. Les États-Unis modernisent également leurs plateformes existantes. Pour la Navy, le FA-18 Hornet évolue en FA-18 Super Hornet, équipé lui aussi d'un nouveau radar AESA, l'AN APG-79. Il dispose de capacités multirôles avancées. Côté US Air Force, le F-15 sera amélioré en chasseur-bombardier nommé F-15E Strike Eagle. Le Strike Eagle possède des capacités d'emport exceptionnelles, un AESA, une avionique modernisée. Il peut emporter en air-air des Sidewinder, des AMRAAM, des Sparrow et des roquettes guidées laser. En air-sol et air-mer, il transporte des missiles AGM Maverick, des missiles AGM Harpoon, équivalent de l'Exocet français, et une pléthore de bombes dans la GBU-28, une bombe guidée anti-bunker. Le F-16 évolue aussi en un nouveau bloc, le F-16 Block 70, aussi appelé Viper. Là aussi, nouveau radar AESA, système modernisé, dont le viseur de casse JHMCS. Après le T-50, la Corée du Sud développe en ce moment le KF-21 Boromae, dont une partie des technologies est issue du F-35. Le Boromae est un bimoteur dont la cellule ressemble énormément aux avions de génération suivante. Les avions de génération 4.5 marquent une transition majeure. Ils ne sont plus seulement définis par leur performance physique, mais par leur capacité à traiter l'information, coopérer, dominer le spectre électromagnétique. Ce sont des avions connectés, intelligents, capables d'agir dans un environnement complexe. Ils restent toutefois détectables, et la réduction de cette détectabilité, aussi appelée furtivité, est un concept qui a bien fonctionné avec les bombardiers F-117 Nighthawk et son successeur le B-2. Les états-majors vont l'intégrer au cahier des charges des futurs chasseurs, et cela donnera naissance à l'aviation de 5e génération. J'en profite pour vous dire que si cette vidéo vous plaît, je vous invite à liker et surtout à vous abonner. Cela récompense largement le temps d'écriture et de montage. Merci à ceux qui suivent déjà la chaîne et bienvenue aux nouveaux. Bon, nous y sommes. Le chapitre sans doute le plus attendu. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de poser un cadre. La 5e génération d'avions de combat est probablement la plus contestée de toutes. Pourquoi ? Parce qu'elle repose en grande partie sur un cahier des charges américain, auto-centré et une vision très spécifique du combat aérien moderne. Certains pays et certains experts ne reconnaissent pas forcément cette classification, ou on en propose d'autres. Pour les besoins de cette vidéo, nous allons donc intégrer dans cette 5e génération les avions généralement considérés comme tels ou ceux qui se revendiquent comme tels. Le débat reste ouvert et vous pourrez évidemment en discuter en commentaire. Si la 4e génération était celle de la performance, la 5e génération est celle de la discrétion. Le principe central est simple, ne pas être vu, ou plus précisément, retarder au maximum sa détection. Comme évoqué précédemment, ce concept ne sort pas de nulle part. Il est directement hérité de programmes comme le Lockheed Martin F-117 Nighthawk ou le Northrop B-2 Spirit. Ces avions ont introduit une nouvelle logique. Plutôt que de survivre en évitant les missiles, on survit en évitant d'être détecté.
Appliquée aux chasseurs, cette logique devient encore plus complexe, car un chasseur doit être furtif, tout en restant manœuvrable, rapide et capable d'emporter de l'armement. Pour cela, plusieurs solutions sont combinées. D'abord, la forme, les surfaces anguleuses, conçues pour dévier les ondes radar. Ensuite, les matériaux, des revêtements absorbants permettent de réduire encore plus la signature radar. L'armement est désormais placé dans des baies, encore appelées soutes internes. Cela évite d'avoir des points d'emport externes, fortement pénalisants pour la signature radar. L'objectif global est de baisser au maximum la surface équivalente radar, ou SER. Mais la furtivité n'est qu'une partie de l'équation. La 5e génération repose aussi sur une capacité généralisée, la fusion des capteurs. Comme un avion de génération 4,5, un avion de génération 5 devient donc un système capable de collecter, traiter, fusionner en temps réel une quantité massive d'informations. Le pilote ne voit plus simplement des instruments, il voit une situation tactique complète. C'est dans ce contexte qu'apparaît le premier véritable chasseur de 5e génération, et peut-être le meilleur avion au monde dans le domaine de la supériorité aérienne, le Lockheed Martin F-22 Raptor. Le F-22 Raptor est conçu comme un chasseur de supériorité aérienne absolue. Sa cellule est entièrement optimisée pour la furtivité, avec des lignes anguleuses et des baies d'armement internes. Il dispose d'une voilure à ailes trapézoïdales, d'empennages horizontaux et de 2 dérives en forme de V pour la réflexion des ondes. Il est équipé de 2 moteurs Pratt & Whitney F119 à poussée vectorielle 2D. Le flux des gaz est également contrôlé pour réduire la signature infrarouge du Raptor, notamment face à des capteurs IRST. Le F-22 peut atteindre Mach 2 et surtout peut maintenir une vitesse supersonique sans post-combustion, la super croisière. Il vole à plus de 62 000 pieds. C'est plus haut que tous les autres avions existants, ce qui en fait un adversaire très redoutable, capable du fameux shoot-down-look-down sur n'importe quelle cible. À titre de comparaison, le F-16, le Rafale et le Typhoon ont un plafond autour des 50 000 pieds et le F-15 autour des 60 000. Côté armement, il embarque en soute des AIM-120 AMRAAM et des AIM-9 Sidewinder, en plus du canon interne. Il peut toutefois réaliser des missions de bombardement en emportant toujours en soute interne des bombes JDAM. Mais l'un des aspects les plus intéressants du F-22, c'est sa communication. Contrairement aux autres avions américains, il n'utilise pas directement la liaison 16 pour partager ses données. Il utilise une liaison spécifique, appelée IFDL, Intra-Flight Data Link. Ce que l'on pourrait qualifier d'absence de fusion de données provenant d'autres plateformes est en réalité volontaire, encore une fois au profit de la discrétion. Ceci dit, un F-22 est capable de fusionner les données d'un autre F-22 via l'IFDL, ou même d'un F-35 dont la liaison spécifique de données MADL, Multifunction Advanced Data Link, est compatible avec l'IFDL du Raptor. Son radar AN/APG-77 est un radar à balayage électronique et à antenne active. AESA. Il n'est toutefois pas équipé d'un IRST car la bosse sur le fuselage de ce dispositif augmente significativement la signature radar. Le F-22 est donc un avion extrêmement performant mais aussi très fermé au point où le Congrès américain a voté une loi interdisant toute vente de Raptor à l'exportation. L'avion est aujourd'hui exploité uniquement par l'US Air Force en remplacement d'une partie des F-15. Parlons ensuite du F-35 Lightning II, qui est le fruit d'une philosophie différente. Avant d'aller plus loin, là encore, si vous pensez que nous allons passer 3 minutes à faire du F-35 bashing, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. D'autres le font très bien, à longueur de journée, et vous avez tous un ou plusieurs youtubeurs en tête. Ici, ce qui nous intéresse, ce sont les promesses de l'appareil. Un avion de combat est une plateforme évolutive, et ses capacités des premières années ne sont sans doute pas celles de demain. Le F-35 n'est pas conçu comme un pur chasseur de supériorité aérienne, c'est un système de combat multi-rôle. Sa force principale, la fusion totale des capteurs. Le F-35 est sans aucun doute le projet d'avion de combat le plus ambitieux du monde, ce qui est l'une des causes de ses retards. Le F-35 collecte des données provenant de son radar AESA, de son système infrarouge avancé, le OTS, de ses capteurs répartis sur toute la cellule, mais aussi d'autres plateformes externes. Il possède donc une fusion des données de capteurs et une fusion des données totale. Toutes ces informations fusionnées offrent aux pilotes une vision extrêmement claire du champ de bataille. Les pilotes de F-35 disposent du viseur de casque le plus avancé de l'industrie, le CEVS JSF de Collins Aerospace, permettant aux pilotes de voir au besoin ce qu'il se passe à travers l'avion. Côté communication, il utilise la liaison 16 pour communiquer avec les autres appareils de l'OTAN, mais aussi le MADL, une liaison discrète spécifique au F-35, mais également compatible, comme dit précédemment, avec l'IFDL des F-22 Raptor. Le F-35 est donc une passerelle pour permettre au F-22 de fusionner des données externes. Le F-35 existe en 3 versions. F-35A pour l'US Air Force, F-35B pour le corps des Marines, dont la particularité est le décollage court et l'atterrissage vertical. Le système est hérité de Yakovlev, dont les capacités sur le Yak 141 ont clairement été reconnues et appréciées. Enfin, le F-35C, destiné à équiper les porte-avions américains. Le F-35 est un programme informatique très complexe, dans lequel plusieurs erreurs ont été commises sur la capacité des ressources de calcul. Il arrive toutefois à s'exporter de façon parfois incompréhensible, du fait, semble-t-il, de l'ombre portée des États-Unis sur chaque pays achetant l'avion de combat.
Il a été livré à l'Australie, la Belgique, le Canada, le Danemark, Israël, l'Italie, le Royaume-Uni, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, pour ne citer que. Lors de l'opération Marteau de minuit, ordonnée par Donald Trump en 2025, une centaine d'avions de combat américains ont été engagés dans l'objectif final de frapper des sites d'enrichissement nucléaire iraniens de Fordo, Natanz et Ispahan. Au centre de ces frappes, nous retrouvons le Northrop B-2 Spirit, capable de délivrer la GBU-57, une bombe anti-bunker guidée. Les F-22 Raptor et F-35 Lightning II sont également employés. Le Raptor pour la supériorité aérienne contre, encore une fois, une toute faible opposition en face. Son absence de liaison 16 rencontrée lors de l'opération Odyssey Down est totalement gommée du fait de la présence des F-35. En plus de cela, le F-35 a été employé pour des opérations de SEAD, pour rappel, Suppression of Enemy Air Defense. Le F-35 était le premier à pénétrer le territoire ennemi et le dernier à en ressortir. Pour être tout à fait complet, les missions de SEAD étaient toutefois partagées avec des F-15E et des F-16. Côté russe, la réponse d'avions de 5e génération est le Sukhoi Su-57 Felon. Le Su-57 reprend certaines logiques de la 5e génération. Réduction de la signature radar, baie d'armement interne, capteur avancé, tout en conservant également des caractéristiques héritées de la doctrine russe, comme la forte manœuvrabilité et une poussée vectorielle 3 dimensions. Le Su-57 est conçu pour être multi-rôle. C'est le bimoteur à la signature radar la plus faible jamais construit en Union soviétique. Il possède des moteurs provisoires Saturn AL-41 en attendant une nouvelle motorisation plus puissante, dont on ne sait toujours pas quand elle sera disponible. Il possède 4 baies d'armement pour des missiles RR et 6 points d'emport externes dans le cas de missions d'attaque au sol, sacrifiant la furtivité. Il est équipé d'un radar AESA N036 Bielka, développé à partir du déjà très puissant N035 Irbis-E, le radar PESA du Su-35. C'est sans doute avec le F-22 l'un des plus beaux avions de combat de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Le Su-57 reste aujourd'hui produit en nombre limité, ce qui est sans doute lié aux sanctions frappant la Russie depuis son invasion de l'Ukraine, mais surtout au retrait de l'Inde du projet, jugeant entre autres les performances de l'avion en furtivité trop faibles. La Russie, développant désormais le programme seul, dote l'avion d'un IRST et les pilotes disposent d'un viseur de casque. Le Su-57 est disponible à l'exportation. La Chine, de son côté, franchit un cap majeur avec le Chengdu J-20. Le J-20 est un chasseur lourd, conçu pour l'interception à longue distance. C'est un chasseur de 5e génération revendiqué. Sa cellule est optimisée pour la furtivité frontale. Il dispose d'une configuration Delta Canard assez singulière avec sa double dérive. Il intègre un radar AESA et des capteurs avancés, une baie d'armement ventrale capable d'emporter 4 missiles PL-15 Fox-3 et de 2 petites baies latérales pour les PL-10 Fox-2. Il est propulsé provisoirement par les moteurs du Su-57 à tuyère vectorielle en attendant la finalisation des moteurs locaux fabriqués par Shenyang. Le J-20 semble privilégier fortement la détection à longue distance et l'engagement avant même le combat rapproché. Shenyang, de son côté, développe en ce moment les J-35 pour la marine chinoise et surtout le J-31 pour l'armée de l'air. Les deux appareils sont issus du programme FC-31 pour un chasseur furtif plus léger. En Russie, le Sukhoi Su-75 Checkmate est présenté comme un chasseur furtif plus abordable destiné à l'export. Après sa sortie du programme F-35, la Turquie s'invite elle aussi dans la course aux avions de combat de 5e génération. Elle qui fabriquait déjà des F-16 sous licence, prépare désormais son avion revendiqué de 5e génération, le Turkish Aerospace Industries TAI TF-CAN. En ce qui concerne les avions du futur, plusieurs grandes puissances travaillent déjà sur la 6e génération. Les États-Unis développent le programme NGAD, Next Generation Air Dominance. L'appel d'offres de ce programme a été remporté par Boeing, qui dévoile celui qui devrait s'appeler le F-47. La France, l'Allemagne et l'Espagne travaillent sur le SCAF, système de combat aérien du futur, bien que son avenir semble incertain, du fait de la mésentente entre les industriels, notamment Dassault et Airbus Defence. Le Royaume-Uni, avec ses partenaires italiens et japonais, travaille sur le programme Tempest, mais là encore, rien n'est vraiment gagné d'avance. Avant de clore cette vidéo, je vous invite à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Les maîtres mots sont la bienveillance, la confrontation d'idées dans le respect. Cette vidéo servira de base afin de pouvoir sereinement rentrer en profondeur dans des vidéos dédiées à chaque avion, prochainement sur cette chaîne ou sur d'autres chaînes YouTube. Pour les abonnés, dites-moi si vous appréciez cette arrivée dans le YouTube français de l'aviation de combat. Une niche avec des spécialistes objectifs, d'autres qui pensent qu'il n'y a qu'une seule vérité, la leur, tous les avions sont mauvais sauf ceux qu'ils préfèrent, et enfin une niche remplie de chaînes basées sur l'intelligence artificielle, sortant 30 minutes de vidéos tous les 2 jours. Voilà, petit coup de gueule.
Pour ceux toutefois qui seraient fans de reconstitution, je vous conseille vraiment la chaîne YouTube Yarn Hub, dont les dernières créations disposent d'une piste audio en français. Leur travail est vraiment incroyable et je m'en suis servi pour illustrer énormément de séquences de cette série de 2 vidéos. Répondons désormais à la question que nous nous sommes posée au début. À quoi servent véritablement les avions de combat? Avec le recul, la réponse est bien plus large qu'elle n'y paraît. Oui, sans se voiler la face, un avion de combat sert à faire la guerre. Mais plus important encore, il sert aussi à ne pas la faire. Contrôler le ciel, empêcher l'adversaire d'y opérer, c'est sa mission première. Sans supériorité aérienne, aucune opération militaire n'est réellement possible. Un avion de combat est aussi un outil de dissuasion. Sa présence seule peut suffire à éviter un conflit, car derrière l'avion, il a la capacité de frapper. Les avions permettent d'intervenir rapidement, loin du territoire national. Ils offrent une capacité de réaction immédiate. Un avion de combat est aussi un outil politique. C'est peut-être d'ailleurs son rôle premier. Il représente une industrie, une technologie, des emplois et de la souveraineté.